Azouzi. Azouzi. Ah, Donc c'est difficile. c'est mieux les producteurs consommateurs. Hein. On peut dire Gemma Azouzi. Moi, Gemma, ça m'arrangeait bien au début. Appelez-moi Gemma. Merci Gemma. Appelez-moi Jean-Pierre. Je vous remercie. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à cette association de m'avoir invité. En fait, je ne viens pas de si loin que ça, hein, c'est pas très très loin. En même temps, il y a une familiarité toujours quand je reviens en France. Moi, j'ai moins 4 pays aujourd'hui, c'est-à-dire je suis une enfant de migration algérienne en France. Je suis partie justement l'année où on avait intégré la guerre d'Algérie au bac. Et c'était pas une question au bac, mais c'était intégré dans le programme. En 86, ça vous dit un petit peu mon âge. Je suis une Highlander, ouais, j'ai vécu longtemps. Ensuite, je suis partie en Algérie faire mes études supérieures, justement. Je voulais pas rester en France. Puis ensuite, il me fallait un pays tiers, donc je suis partie, je fais que de partir en fait. Je suis partie au Canada, au Québec en particulier. Et puis en fait, le travail que je vais vous présenter maintenant, c'est un travail en fait qui certes vient d'une Algérienne, qui a été financé par des Québécois et par le Canada, et qui a pu être publié avec des fonds français d'un laboratoire à l'île 3 où j'ai fait un postdoc. Donc vous voyez quand même, ce résultat-là permet à une recherche de circuler, et il y a énormément de travaux sur lesquels je me suis appuyée pour faire mon travail, mais comme vous allez le voir aussi, et la question a été posée tout à l'heure, sur la diversité effectivement des productions, et c'est très bien que Benjamin Stora et ensuite Émilie aient posé la table pour moi. Très souvent j'arrive devant des publics qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas toute cette connaissance qui vous a été dépliée, que vous avez déjà aussi, et ça permet en fait d'aller au vif du sujet. Alors voilà, donc ma présentation s'appelle Partage des mémoires et guerre d'Algérie au cinéma. J'ai resté au cinéma, moi je suis littéraire, donc j'ai travaillé d'abord sur la littérature, le cinéma, le web, tout m'intéresse. Je suis une ancienne journaliste, donc c'est pour ça. Et en même temps, ma question de départ, David, si on peut faire avancer justement la présentation. En fait, la question de départ, c'était est-ce que les mémoires, justement, des groupes issus justement de cette expérience ou ayant une expérience de cette guerre, est-ce que ces mémoires dialoguent? Puis en fait, une fois qu'on a posé la question, c'est pas tellement la question, la réponse oui ou non qui est intéressante, c'est la question en elle-même. Et du coup, ça permet ensuite d'aller faire des va-et-vient entre les œuvres littéraires, filmiques, artistiques, et aussi ce qui se passe justement sur la toile. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait pendant longtemps en me disant, mais finalement, si je regarde que la littérature, je vois rien. Même si je regarde que des romans, je vois rien. Si je commence à regarder aussi la poésie, les pièces de théâtre, ça va mieux. Si jamais je regarde aussi des essais, ça va un peu mieux, ça c'est pour l'écrit. Mais si j'ajoute le cinéma, j'arrive à mieux voir certaines configurations. Et puis si je regarde toujours et je reste toujours en contact avec le web, il y a beaucoup de choses qui circulent, notamment des images. Et puis si je reste aussi en contact avec le milieu artistique, comme on l'a montré, avec des installations, avec toutes sortes de récupérations et de remise en jeu, en fait, de représentation et d'archives, eh bien je vois mieux. Et donc ce travail que je vais vous présenter, c'est un travail assez panoramique qui vous montrera en fait à chaque fois en toile de fond ce qui existe et ce qui permet d'être rassemblé dans des séries. C'est un peu schématique, mais c'est comme ça qu'on ne peut travailler que comme ça sur un corpus aussi large. Alors David, la prochaine image. Alors aujourd'hui, comme c'est cinéma, je vais vous présenter en fait dans quoi, comment s'insèrent ces 7 films. 7 films en fait, qui s'insèrent dans ce que j'appelle des scénographies mémorielles, je vais vous dire tout ce que c'est, et ça permet en fait, pas de les classer, mais de les remettre en fait dans des ensembles, parce qu'en fait, les gens se souviennent d'une certaine façon, de certaines façons et de certaines mêmes façons. Et finalement, ce n'est qu'en ayant cette vision panoramique qu'on arrive à voir justement des configurations d'ensemble, des séries, mais à partir d'exemples. Alors ici, vous avez 7 films qui ont été choisis pour leur diversité. Je ne sais pas si on aura le temps de voir un petit 3 minutes, 4 minutes pour chacun. Mais vous voyez que ce sont des incontournables. Peut-être les connaissez-vous pas. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait « je ne suis pas spécialiste ». Pas besoin d'être spécialiste pour avoir accès à des films. Dans les bibliothèques, il y a des films. Sur le web, vous pouvez aller chercher une bibliographie avec des films et ensuite aller commander ces films sur des sites documentaires, les acheter, les regarder en vol.
Ensuite, il y a des films qui sont sur YouTube. Il y a des gens qui font le geste de mettre des choses gratuitement. Allons-y, on peut regarder aussi. Donc ce sont des films qui peuvent être confidentiels pour certains qui sont extrêmement récents comme Atom, et puis les autres avec des distributions effectivement confidentielles et pas des best-sellers ou des grands succès de salle, hein. Mais ça ne veut pas dire justement que le geste d'avoir produit un film est anodin, il n'est pas accessoire, il n'est pas contingent, on ne fait pas un film par hasard, on n'écrit pas un livre par hasard, on choisit de faire un film, on choisit de faire une pièce de théâtre. Et ça, c'est pris en compte dans la manière dont j'ai essayé d'avancer ces grandes configurations que vous allez voir. La prochaine ligne. Alors, ici, bien sûr, fondamental, et ça c'est bien parce que Benjamin Stora a posé cet énorme panorama justement socio-historique. Et comme vous le voyez, on ne peut pas commencer par la mémoire de la guerre d'Algérie par la fin, on ne peut pas commencer par la guerre de toute façon, on est obligé de commencer par le colonial, par la colonie de peuplement. Et lorsqu'on parle de la colonie de peuplement, en fait, les films que je veux présenter, mais aussi la plupart des œuvres, même si elles ciblent la guerre, elles ciblent la situation coloniale. Et donc la situation coloniale, par les personnages, par le biais qui est pris pour raconter une histoire, elle est prise en compte. Des fois, elle est gommée, des fois, il y a un seul angle, des fois, il y a plusieurs angles aussi qui sont choisis. Mais disons qu'il y a une pluralité. Donc, tous ces points-là, socio-historiques, ils sont à prendre en compte. Et là, on peut aller lire des choses en anthropologie, lire des choses en sociologie, lire des choses en histoire, lire des choses en psychanalyse, lire des choses dans plusieurs domaines interdisciplinaires qui permettent de comprendre justement ces contextes socio-historiques. Diapositive suivante. Alors ici, c'est la manière dont j'ai fait mon espèce de canevas. Mon canevas qui m'a permis en fait de prendre des titres et qui m'ont servi comme des exemplaires, c'est-à-dire pour leur exemplarité, c'est-à-dire des espèces d'impacts, des espèces de choses bizarres qu'on n'arrive pas à classer. Et ensuite, une fois que je les avais bien travaillés, eh bien, ils faisaient quelque chose que les autres ne faisaient pas. Et donc, ces auteurs qui écrivent, qui font un film, font quelque chose que les autres ne font pas. Mais ensuite, quand on élargit, on se rend compte que les autres aussi font, mais de manière déclinée. Quand on déplie, on voit que ça se recoupe. Par exemple, Mehdi Charef, vous verrez tout à l'heure, il me sert comme auteur apax. C'est quand même quelqu'un qui commence avec un film sur les banlieues. On va dire, oh, c'est le premier cinéaste des banlieues. Mais en fait, il a fait un roman juste avant aussi. Mais en fait, après le Théo Harem d'Archimède dans les années 80, hop, il va faire du cinéma d'auteur, il va nous perdre en fait avec Miss Mona, etc. Et on va plus le retrouver. Et puis des années plus tard, alors qu'il continue à écrire, il va faire des films sur l'Algérie et en 2004, je crois, 2003, il sort Cartouche gauloise. Et en fait, du coup, il fait une pièce de théâtre, il fait un film, il fait un roman autobiographique. Et ça m'intéresse parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'il fait Cartouche gauloise, c'est un film qu'il fait en retournant en Algérie. Et ces trois œuvres, la pièce de théâtre et le film et son roman autobiographique, on verra tout à l'heure, il dit la même chose dans les trois, mais il le dit de manière différente, et il est pour les rencontres. Il est pour des rencontres, il est pour des rencontres avec l'autre, et notamment les Pieds Noirs, les Français de l'Algérie. Pozelia Rahmani, donc un auteur aussi qui a surgi avec ce livre coup de poing qui s'appelle Mose, et pareil, fille de Harki, mais Harki avec une grande catégorie en fait de tous ceux qui ont combattu aux côtés de la France pendant la guerre d'Algérie. Et elle va installer un dialogue avec son père dans ce livre, qui va être un procès en fait. C'est la scène en fait d'un procès, donc on est au tribunal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la manière dont elle va faire exactement ce que ne font pas les autres, enfants de Harki. Elle va finir par analyser ce qu'est son père, c'est-à-dire un paria du système colonial, un produit pur du système colonial. Si on prend Exil de Tony Gatif, c'est un film, le seul film de l'auteur, le deuxième film en fait, parce qu'il a fait aussi de courts-métrages dans les années 70, c'est des films introuvables, sur l'Algérie, sur la guerre d'Algérie. Mais c'est la première fois qu'il retourne en Algérie après 42 ans, et en retournant dans ce film, il fait un film qui raconte un retour de deux jeunes. Alors vous voyez,
ce cinéaste, qui est un cinéaste aussi marginal, un peu comme Hadi Charef, va s'intéresser toute sa vie en fait aux Gitans. En France, on le connaît comme le cinéaste des Gitans, mais en fait, avec Exil, c'est le grand film sur un retour en Algérie. Enfin, Alexis Génie, donc L'art français de la guerre, c'est un roman, il remporte le concours, etc. On va dire, ah, c'est le grand roman, enfin, sur la guerre d'Algérie. Ce qui est très intéressant pour ces 4 titres, c'est que c'est des films, c'est des titres, c'est des livres très complexes. Très complexes, et ils sont polyphoniques, il y a des voix contradictoires à l'intérieur, on a du mal à les prendre, ils peuvent créer des polémiques, et là, c'est là que c'est intéressant, parce que c'est difficile. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je prends en fait, la manière dont se définit l'auteur ou le réalisateur. Ah, s'il dit, moi, mes parents sont issus de l'immigration, on vient d'Algérie, comme Hadi Charef, alors je vais mettre Algérien d'Algérie, enfin l'immigration algérienne en France. Si Zahia Ahlani dit, mon père était un gradé de l'armée française, et voilà, on a fait des camps d'assignation propre aux harkis, on n'a pas fait d'hameaux forestiers, mais on a fait, eh bien, elle fait partie aussi du groupe de mémoire des harkis. Si jamais on prend Pied Noir dans le sens très large de Français d'Algérie, dedans, dans les Européens d'Algérie, Français d'Algérie, on peut mettre dedans les Européens d'Algérie et les Juifs d'Algérie, eh bien, ça fait aussi une catégorie très large. Et pour Gatlif, qui est gitan, de mère gitane en fait, eh bien, ça fait partie aussi d'un groupe plus large des Pieds Noirs. Et enfin, Alexis Génie, si on ne lui cherche pas trop, on peut déplier. À la limite, il n'a rien à voir avec la guerre d'Algérie, de par sa génération et de par sa filiation. Mais il va faire un livre justement sur ces questions. Donc en fait, vous voyez ce grand va-et-vient